Alors, bonjour, bienvenue pour ce nouveau webinaire qu'on anime pour le CNA. Donc, merci au CNA. Donc, moi, je suis Marine Hardy du cabinet ITILO. Je suis accompagnée aujourd'hui de Romain Bouc. On est tous les deux avocats au sein du cabinet ITILO. Donc, ITILO, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on a un cabinet d'avocats spécialisé en IT. Donc, on fait que de l'IT, que des contrats IT, avec un cœur historique de métier qui est les négociations de contrats IT, de contrats complexes et l'accompagnement des clients sur des projets IT avec différents niveaux de complexité. C'est vrai qu'on en parlait avec Romain ce matin. Peut-être que le tri pouvait prêter à confusion sur les chaînes d'approvisionnement résilientes. Effectivement, aujourd'hui, on va quand même parler de contrats IT parce qu'on a vu qu'ils avaient pris beaucoup d'ampleur ces dernières années dans la stabilité des chaînes d'approvisionnement. C'est ce qui a suscité ce sujet-là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va bien vous parler de contrat IT, mais avec un focus sur quels sont les points clés pour stabiliser et sécuriser ces chaînes d'approvisionnement. Donc voilà. Au programme aujourd'hui, on a un sommaire assez classique avec, si tu veux bien passer à la slide suivante, Romain. Alors, on a des Euh, problèmes techniques, mais on y arrive. Ah, tu as des ralentissements avec une présentation du contexte, une présentation des risques spécifiques que nous, on peut constater. Bien évidemment, nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on présente souvent. Les contrats peuvent être une clé de maîtrise de ces risques, que ce soit des risques financiers, des risques de maîtrise des coûts ou des risques également opérationnels. Les contrats sont un outil extrêmement une fois qu'ils sont maîtrisés, c'est un outil qui est extrêmement appréciable pour pouvoir maîtriser ces risques. Et donc, c'est ce qu'on propose de vous présenter aujourd'hui. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, Romain, je vais peut-être te laisser la main sur le contexte. D'accord. Ben, écoute, merci de me passer la parole. Eh bien, la supply chain, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, hein. On sait que depuis maintenant l'essor notamment de la vente à distance, eh bien, tout s'est démultiplié. Basiquement, hein, juste pour le dire, mais la supply chain, c'est tout ce qui est la chaîne d'approvisionnement avec d'un côté des entrepôts, de l'autre des transporteurs, et puis bah, toute cette partie qui encadre finalement la relation qui part du producteur jusque le magasin qui va vendre les produits. Alors, ben, au départ, c'était téléphone, c'était fax, puis on s'est amélioré. On a mis en place des ERP, donc des systèmes qui sont quand même beaucoup plus performants et qui permettent de travailler en EDI avec les différents acteurs de la chaîne. Ces ERP progressivement ont été mis en nuage, on va dire ça comme ça, puisqu'on a maintenant des solutions en SaaS qui sont quasiment majoritaires sur le marché. C'est assez rare maintenant d'avoir des solutions on-premise qui peuvent être encore utilisées, même si pour certaines parties de ce type de logiciel, on a des possibilités d'avoir les bases de données, par exemple, qui vont être hébergées sur des serveurs internes. Mais malheureusement, plus on met d'acteurs, plus on les externalise et plus on a des risques de défaillance. Les défaillances qui peuvent être de toutes sortes. Il n'y a pas il y a pas forcément la faute de quelqu'un. Ça peut être les événements extérieurs en fait qui viennent troubler le bon ordre de cette chaîne d'information. Puisque dans notre cadre, ce qui nous intéresse, c'est la chaîne d'information. Et malheureusement, quand la chaîne d'information est bloqué, c'est les prestations opérationnelles qui se retrouvent défaillantes. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on va aller chercher son contrat, qu'on va aller voir comment trouver une solution magique. Et ben, si on n'a pas bien rédigé son contrat, on se retrouve dans des difficultés certaines. Il y a beaucoup de choses à prévoir dans le contrat et c'est des contrats qui portent sur des niveaux de responsabilité très divers avec des actions, des prestations qui peuvent être très complexes, très diffuses, avec parfois plusieurs acteurs qui vont être mis ensemble au sein d'Arassi.
Et ben aujourd'hui, c'est ce qu'on va donc vous expliquer, enfin brosser en tout cas un premier panorama pour que vous puissiez avoir une sensibilisation sur toutes ces difficultés à venir ou non, si vous avez de la chance. Je te laisse la main peut-être, Marie? Oui, alors il y a juste un dernier point sur lequel Oui. euh, ça me paraît aussi qu'il y a un point de contexte, c'est le contexte réglementaire. Hmm. Ça fait quelques années qu'on a une inflation législative, que ce soit au niveau national, européen, avec de plus en plus de contraintes de conformité réglementaire, avec des sanctions qui sont extrêmement importantes, des sanctions administratives notamment. Il y a des réglementations sectorielles, il y a des réglementations aussi par rapport à certains domaines comme la sécurité ou par rapport aux données. Ça, c'est assez important parce qu'en fait, c'est quelque chose que nous, on a vu émerger petit à petit dans le périmètre contractuel, c'est que ces coûts de mise en conformité, enfin, ces réglementations ont un impact sur les coûts de mise en conformité. Et ces coûts de mise en conformité sont devenus un sujet assez récurrent dans le cadre des négociations contractuelles. Euh, Là où une époque, historiquement, on écrivait bah, chacun se conforme à la réglementation et tout va bien, aujourd'hui, c'est devenu un vrai sujet de discussion sur qui supporte le coût de cette mise en conformité. Moi, j'ai vu ça. Alors, il y a eu tout un débat historique sur le RGPD, quand le RGPD est arrivé en application en 2018. Je pense que vous avez tous eu dans vos échanges des discussions avec des prestataires qui disaient oui, d'accord, mais c'est sûr de vie, la mise en conformité, puis on ne fait pas de conseil juridique. C'est un débat qu'on va se reproduire sur un certain nombre d'autres réglementations et donc qui arrive, je pense, dans vos périmètres d'achat et dans vos périmètres d'acheteurs. Donc c'est important que vous l'ayez en tête euh, pour effectivement l'anticiper parce que si on ne l'anticipe pas quand on est côté achat, en fait, et qu'on n'intègre pas au périmètre contractuel, c'est pas sous-entendu que le prestataire doit se mettre en conformité à ses frais pour une réglementation qui vous est applicable. Donc il peut y avoir un débat et donc le mieux c'est de l'anticiper. Moi, c'est un sujet on a pas mal traité cette année avec un certain nombre de clients où finalement ça n'avait pas été anticipé. Il y a des nouvelles réglementations qui arrivent et c'est des gros sujets financiers. Ne serait-ce que se dire on demande aux prestataires de se mettre sur une norme ISO ou sur tel ou tel référentiel. C'est un coût énorme pour eux et donc ils le répercutent sur les clients. Donc ça, c'est quelque chose vraiment que je vous invite à anticiper, à voir, alors soit avec vos services juridiques, soit se faire accompagner sur le sujet, parce que c'est un vrai sujet de débat aujourd'hui et qui vous rattrape pendant la vie du contrat, j'ai envie de dire, si c'est pas anticipé. Alors, on n'est pas obligé de prévoir les coûts fixes tout de suite, mais de prévoir comment seront gérés ces coûts et répartis, c'est intéressant. Ça vous permet une certaine sécurité sur le sujet. Euh, et ça, bien évidemment, on le prévoit dans le contrat, parce que rappelez-vous, je le dis souvent, tout ce qui n'est pas prévu dans le contrat est hors périmètre des prestations du prestataire et donc potentiellement facturable. Voilà, Romain, je voulais juste faire un petit rappel là-dessus. Mais c'est Euh, très bien. Avant de passer peut-être sur les risques, bah, pour pouvoir les anticiper, il faut les avoir en tête. Donc, il y a ce premier risque d'inflation législative dont je vous ai parlé. Il y en a toute une autre multitude qui sont liées à un contexte international, un contexte géopolitique qui peut être difficile, qui peut être lié. Alors ça, on le voit parce que il y a plusieurs facteurs déjà. Il y a le fait que tout est devenu au niveau gestion des chaînes et au niveau de l'IT. Pour moi, il y a, et ça fait plusieurs années, mais on en voit vraiment les impacts aujourd'hui, une interdépendance entre les systèmes d'information qui est devenue très importante et
Donc ça veut dire avec toutes ces chaînes de prestataires, avec des données qui circulent, des données de suivi de tous les éléments de la chaîne d'approvisionnement, etc. Beaucoup plus de reporting. Et tout ça est géré aujourd'hui informatiquement, donc via les systèmes d'information. Et on a cette couche finalement légale qui arrive. On a par exemple certains pays dans le monde qui disent bah, je veux pas que les données sortent de mon pays, ou alors il faut que ce soit une entreprise qui finalement euh, a une partie, ça peut pas être totalement une entreprise étrangère, il faut qu'elle ait un petit pied-à-terre en quelque sorte dans le pays. Donc il y a ce contexte-là qui fait que vous devez le prendre en compte. On dit souvent dans l'organisation pour être sur cette conformité-là. Alors cette conformité, ben, on peut se dire finalement ça me regarde pas trop en tant qu'acheteur. Ça vous regarde parce que moi j'ai eu le cas d'acheteurs qui choisissent des solutions informatiques et finalement, on ne pouvait pas les mettre en application parce qu'il y avait un ou deux points qui étaient venus bloquer, qui n'avaient pas été anticipés et légalement, ça entraînait des risques importants. Euh, alors, on peut toujours avoir en tête les risques d'embargo ou des choses comme ça. Oui, c'est des gros risques. Après, ça dépend où vous délivrez, etc., et où vous approvisionnez. Ça, c'est quelque chose qui se maîtrise depuis assez longtemps, qu'on sait bien gérer. Ce qu'on sait un peu moins bien gérer, c'est toute cette réglementation qui s'est construite au niveau international en matière IT. Ça, on a moins de recul dessus. Et ça, effectivement, il faut l'anticiper, notamment sur les flux de données et notre réglementation européenne qui est de plus en plus dure sur notamment la protection des données et les règles de sécurité. Donc parfois, ça vous bride un petit peu dans ce que vous pouvez faire et ne pas faire. On sait si vous voulez traiter certains types de données, bah, il faut certains types de certifications et donc vous ne pouvez pas euh, acheter n'importe quelle solution informatique. Ça, c'est extrêmement important que vous l'anticipiez. Autre point extrêmement important, bien évidemment, c'est tout ce qui est multiplication des cyberattaques. Et bien évidemment, pourquoi c'est important? Bah, parce qu'il y a une dépendance aux outils numériques qui est croissante et qui fait que qui dit cyberattaque dit parfois système IT qui tombe ou partie du système IT qui tombe et donc impact du fait de cette dépendance, impact sur l'activité de l'entreprise. J'ai un pan de mon activité qui ne va pas pouvoir fonctionner. Donc ça peut être l'activité vente, l'activité également en usine, ça peut être l'activité, tout type d'activité en interne qui s'arrête. Et c'est vrai que ça va extrêmement vite. Enfin, on a eu à gérer pas mal de cas où effectivement une cyberattaque, alors il y a les rançons logiciels effectivement qui sont là, on en parle depuis un certain temps, mais c'est une vraie réalité. Quand on a une attaque en rançon logiciel, je pense que maintenant tout le monde est très sensibilisé sur le sujet. C'est fréquent qu'on doive arrêter tout le système IT pour éviter que ça se propage partout pendant plusieurs jours et ça fait très souvent des pertes de chiffre d'affaires extrêmement importantes. Pourquoi on vous en parle dans les chaînes d'approvisionnement? Parce que, il y a eu différents rapports, notamment de l'ANSSI, qui disent que l'une des façons aujourd'hui de s'attaquer à certains systèmes d'information, c'est de s'attaquer aux sous-traitants et donc aux chaînes d'approvisionnement et de sous-traitance, qui parfois sont des sociétés un peu moins robustes, avec des systèmes d'information un peu moins robustes, mais comme on a cette interconnexion qui est de plus en plus marquée, eh ben, ça leur permet parfois de remonter dans les systèmes d'information des clients de ces sous-traitants. Ah, j'ai l'impression que problème On a perdu d'information. Marine. Voilà, ça y est, C'est je bon, crois je suis qu'elle est La revenue là? revenue. connexion. C'est Ouais. bon. Ok, vous m'avez perdu une seconde, non? Un petit peu Oui, très plus, rapidement. mais Ah, où est-ce que je m'étais arrêtée? tu étais en train de parler du fait que les sous-traitants étaient plus souvent visés, enfin les prestataires informatiques, Ah parce oui, que ça avait des répercussions au sein du système d'information de manière globale. ok, merci Romain. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir veiller avec ces sous-traitants à avoir un certain nombre de clauses très robustes et voire à renforcer certains types d'audits, chose qu'on ne faisait pas forcément avant. Et ça, c'est extrêmement important.
Donc, on vous a mis les conséquences. L'intérêt de ces conséquences, c'est de vous faire réfléchir à tous les impacts pour qu'on les anticipe, bien évidemment, et ça fait partie de la gestion et de la maîtrise de risque. Donc, bien évidemment, on parle de rupture de stock, on parle de désorganisation logistique, de retard de livraison, et souvent, c'est en cascade, en fait. Et si on n'a pas une chaîne de contrats robuste, on ne maîtrise pas les coûts. Et donc, on ne maîtrise pas les coûts vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis de ses fournisseurs, etc. Donc, ça fait des pertes financières, bien évidemment, extrêmement importantes. Des pénalités contractuelles. On sait maintenant, les clients mettent des pénalités dans les contrats, c'est monnaie courante. Alors, ça existait déjà avant, mais c'est vrai qu'on a des clauses qui sont de plus en plus robustes sur le sujet. Et, euh, et bien évidemment, travailler ces clauses de responsabilité, mais ça, on va le détailler un petit peu plus tout à l'heure. Euh, voilà les quelques points que je pouvais vous présenter sur notamment tous ces facteurs externes. Peut-être Romain, je pense que tu avais soit quelques mots à ajouter sur ce slide ou peut-être sur le suivant. Je t'en Non, prie. mais juste une image, parce que je pense que dans l'actualité, on a eu quelque chose qui était, qui a marqué beaucoup de personnes, c'est le cas d'Evergreen, c'est-à-dire le bateau qui s'est coincé dans le canal de Suez. Mais en fait, Oui. ça montre bien, si on imagine que le canal de Suez, eh bien, c'est l'un des prestataires qui délivre une petite solution informatique pratique, mais nécessaire pour faire fonctionner le reste du système d'information. Eh bien, s'il bloque, eh bien, il n'y a plus rien qui passe et on se Mm. retrouve effectivement dans un système de blocage qui peut être total. Voilà. Je trouvais que c'était une image qui est assez parlante. Oui, c'est vrai, tu Voilà. as raison. Et qui est matériel. Parfois, ça nous ramène aussi dans le monde physique, parce qu'on oublie C'est un peu ça, parfois que oui, tout ça, c'est lié au monde physique dans lequel on vit. Ouais. exactement. Alors, bah du coup, je pense que c'est le moment de rentrer un petit peu plus dans le détail et de regarder ça. Bah, je pense que la transition avec l'Evergreen, elle est bien, puisque la question, ça va être de s'intéresser à se dire, bah, dans toute cette suite de solutions logicielles qui traitent ensemble, eh bien, dans cette architecture, où va-t-on trouver les problématiques peut-être les plus importantes et les moyens parfois de contourner ces problématiques si ça devait être complètement coincé. Alors, on a des recommandations de l'ANSSI. L'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui est un acteur public qui prend beaucoup plus d'importance maintenant qu'il y a 2 ou 3 ans, parce que il y a une réglementation qui va arriver, qui est NIS 2, et qui demande à l'ANSSI effectivement d'accompagner les entreprises, un peu comme le fait la CNIL pour le RGPD, en vue d'améliorer le système d'information, sa protection, surtout face aux cyberattaques, et d'une manière générale d'avoir aussi une forme d'hygiène informatique qui soit propice à pouvoir avoir une forme de fluidité dans l'ensemble de la chaîne d'information. Donc on a des choses qui doivent être testées bon, alors bien sûr on peut changer de solution informatique, on le sait, c'est toujours un projet qui est extrêmement complexe, puisque ça signifie que en général on va devoir changer une pièce du moteur pendant qu'on est en train de rouler avec la voiture. Donc on a quand même cette difficulté de devoir bien encadrer comment va se dérouler cette opération. Et ben, de la même manière, ici, dans les flux d'informations de supply chain, on va avoir cette problématique, puisque la brique qui peut être modifiée va créer des effets de bord de manière incontournable. L'idée, c'est de pouvoir vérifier avec le prestataire bien, actuel comment on va pouvoir travailler avec lui pour pouvoir avancer. Donc, c'est avoir une clause de réversibilité dans le contrat qui va pouvoir faire cet accompagnement au mieux de l'activité de l'entreprise. C'est une stratégie contractuelle qu'il faut penser en fait dès le début de la contractualisation, parce que c'est quelque chose qui coûte cher quand on arrive en fin de contrat et qu'on se dit, eh bien aujourd'hui, on va devoir mettre en œuvre la réversibilité. Tiens, on n'a rien prévu, on vient voir le prestataire qui nous dit, bah, écoutez, vous êtes
vous êtes bien agréable de venir me proposer une nouvelle prestation, ça m'intéresse, on va faire un devis et on va discuter ensemble. Sauf qu'en fait, vous êtes dans des conditions de négociation, je ne vais pas vous l'apprendre en tant qu'acheteur, qui sont complètement déplorables, puisque vous avez besoin de ce partenaire pour vous accompagner. Il a toutes les cartes en main, il a le pouvoir, et en fait, en face, vous n'avez malheureusement pas beaucoup, en général, de levier de négociation. Donc ça, c'est une première chose. Donc, dès le début du contrat, pensez à la rupture, puisque, ou à la fin du contrat en tout cas, puisque ça va être votre moyen aussi de pouvoir négocier à la fois votre nouveau tarif si vous renouvelez le contrat, puisque si vous pouvez quitter facilement le prestataire, eh bien, vous aurez plus de facilité à négocier un renouvellement de contrat à des meilleures conditions. Si vous le quittez, eh bien, avoir pensé à mettre en place ce système contractuel, eh bien, ça vous permettra aussi des mauvaises surprises et d'être coincé avec un prestataire récalcitrant. Alors, je vais juste rajouter, alors je rentre peut-être un petit peu dans le détail, mais euh, cette clause, elle est vraiment importante parce qu'il faut aussi envisager la reprise de données qui sont à l'intérieur et qui sont historiques, parce que dans les chaînes comme ça d'approvisionnement, on a un certain nombre d'informations qui sont importantes et certains prestataires peuvent structurer leurs données dans un format on pourrait qualifier de propriétaire, en tout cas qui leur est particulier, et qui ne permet pas forcément une portabilité des données aussi simple qu'on le souhaiterait. Donc prévoir ce format de données ou de récupération des choses, c'est aussi un des éléments sur lesquels il faut savoir s'attarder dans le cadre de ces négociations. En général, ça pose pas de difficulté quand on est en train d'entrer en relation d'affaires, puisque le prestataire, il est tellement heureux qu'il a envie de montrer à quel point il est coopératif. En revanche, quand on arrive en fin de contrat et qu'on n'a pas pensé au format de données, ça peut devenir rien que ça, une source de facturation, quand bien même on ait une clause de réversibilité. Donc voilà, ça fait partie de ces éléments. Ensuite, eh bien, il faut bien travailler aussi avec ces opérationnels sur les éventuelles solutions de contournement qu'on peut mettre en place au cas où la solution serait complètement indisponible, parce qu'il y a d'une part la responsabilité juridique qui pourra être mise en œuvre, et on en parlera par la suite, mais bien souvent, ce qui est intéressant pour l'entreprise, c'est pas les dommages et intérêts ou la manière dont elle va pouvoir se retourner contre le prestataire, mais de savoir comment elle va poursuivre son activité. Et c'est aussi quelque chose qu'il faut donc vérifier d'un point de vue opérationnel pour que on ait mis en place les solutions qui permettent d'avancer sur ce point et de poursuivre l'activité. Ça peut être notamment des tests qu'on va mettre en place avec le prestataire, qu'on fera parfois en cours d'année pour vérifier que tout fonctionne bien et que ces systèmes de backup ou que sais-je, de contournement de solutions puissent fonctionner. Voilà. Donc ça, ce sont les éléments, à mon sens, qu'il faut garder en tête. Alors, on peut pas tout brosser parce que c'est quand même très large. Mais voilà, le point de la rupture du contrat, c'est un point important. Le point de mettre en place des tests et des solutions de contournement, c'est important. On a, voilà, après, quand on a mis ça en place, bien sûr, le taux de disponibilité qui doivent être prévus, etc., sont des éléments qui doivent être à l'esprit au moment des négociations. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Non, merci Marie? Romain. Je Bon, pense super. que ça y est, on peut aller sur un cas pratique. Alors, je vous propose, alors on n'est pas très nombreux aujourd'hui en raison des vacances, mais n'hésitez pas à participer. L'idée, c'est de vous faire réfléchir un peu sur les architectures contractuelles, parce que c'est quelque chose, et les chaînes de contrat, euh, parce que c'est une problématique que j'ai l'impression qui est souvent un petit peu passée à la trappe et qui est intéressante de traiter, de savoir où on est dans cette chaîne de contrat et comment on se positionne. Alors, je ne sais pas si, y en a certains qui veulent peut-être intervenir ou pas. N'hésitez pas, alors, soit à écrire, soit je sais pas, mais je crois que vous avez la possibilité de réactiver vos micros pour parler, donc n'hésitez pas. Euh, si ça vous parle ou pas, voilà, je sais pas. L'idée, c'est de vous faire réfléchir à toutes ces notions également de contrat miroir, en fait,
où finalement les obligations qu'on peut avoir d'un côté, il faut les répercuter de l'autre. Donc c'est ce qu'on a classiquement dans les chaînes de sous-traitance, mais il faut aussi le faire quand on est au milieu de la chaîne vis-à-vis de ses propres clients. Et souvent, ça, c'est oublié parce que toutes les obligations ou finalement euh, écart qu'on peut identifier qu'on ne reporte pas, bah, finalement, c'est sa propre responsabilité. On ne peut pas se retourner contre le tiers qui peut être responsable si on n'a pas prévu des obligations similaires dans les contrats. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez difficile parce qu'on a des chaînes de contrats de plus en plus complexes, avec des contrats de plus en plus volumineux, des nombreuses annexes, etc. Moi, je le vois surtout sur la partie sécurité, où parfois on a des choses extrêmement détaillées en matière de sécurité. Et parfois, c'est pas toujours possible de le répercuter parce que bah, tout simplement à l'IT de notre autre contractant, ils disent bah oui, mais nous on fait pas comme ça, donc on va pas vous écrire qu'on fait comme ça, alors qu'aujourd'hui c'est pas conforme à la réalité. Et donc à ce moment-là, effectivement, il faut faire des analyses de risque pour en tout cas faire un choix éclairé par rapport à la contractualisation qu'on est en train de faire et aux risques financiers qu'on peut avoir derrière. Il y a des choses où finalement c'est rédhibitoire, bah, ça c'est tout ce qui est conformité légale, et des choses où finalement on peut trouver des manières et des gestions de ce risque en se disant bah, finalement c'est fait de telle manière, mais ça permet de limiter le risque, j'estime qu'il est acceptable, et à ce moment-là je peux contractualiser. Mais souvent d'aller et d'aboutir et de finaliser cette réflexion, ça permet de ne pas être sur des points durs de négo et d'aboutir sur quelque chose de plus serein et de sortir parfois sur d'un rapport de force qui est extrêmement bloquant qu'on peut avoir dans certaines négociations, où chacun campe sur ses positions. Parfois, rentrer dans le détail, amener les experts dans le débat, bah, ça permet de relativiser ou de trouver des solutions qu'on peut intégrer dans le contrat. Et ça permet de limiter son risque de manière sereine des deux côtés. Euh, voilà pour ce cas pratique. Ensuite, on a un autre focus qu'on voulait vous présenter. C'était tout ce qui est un petit peu défi technologique qu'on voit arriver dans ces chaînes d'approvisionnement, à savoir tout ce qui est un peu ce qu'on appelle les dernières technologies, les blockchains, l'IA, l'IoT. Voilà, je ne sais pas si Romain, tu veux peut-être prendre la main ou pas sur ce slide. Bah, écoute, on peut partager ensemble le plaisir de présenter l'ensemble de ces sujets. Bah, je vais commencer, si tu veux, par la blockchain et les smart contracts. Donc, les smart contracts, ce sont des contrats dans lesquels, en fait, qui vont déclencher des réactions automatisées dans des flux qui sont prévus, tout simplement. Donc, c'est l'exécution automatique des livraisons. Par exemple, on a un système EDI de commande. On l'envoie à notre fournisseur et chez lui, dans son propre système, eh bien, ça va déclencher automatiquement une facturation, une mise à disposition et de vérification des stocks des produits réclamés, plus mettre en place avec son propre EDI probablement un lien avec un transporteur pour pouvoir enclencher une date qui reviendra en fait dans notre propre système une fois que l'ensemble de ces opérations seront mises en place. La difficulté qu'on peut rencontrer dans ce type de flux d'informations, c'est la corruption des données qui peut arriver. On sait que l'intégrité des données, c'est une problématique. Donc normalement, aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir des traceurs qui permettent de maintenir ces choses en place, notamment grâce à la blockchain, hein, qui permet de vérifier et de rendre fiables les choses. Si on n'est pas habitué à la blockchain parce que c'est une technologie un peu innovante. On a d'autres systèmes qui sont plus anciens, qui sont connus, qui sont les certificats informatiques qu'on peut s'échanger, des formes de signatures électroniques qui permettent de s'échanger de manière euh, chiffrée les informations et qui vérifient aussi cette intégrité dans ce cadre. Donc ça permet aussi de vérifier aussi que les sources d'informations que l'on reçoit dans son propre système d'information proviennent bien de l'émetteur duquel on l'attend, puisque c'est aussi comme ceci qu'on pourrait avoir une cyberattaque. Donc, cette technologie, en fait, a besoin d'être effectivement encadrée parce que
définir les protocoles sur lesquels les personnes vont pouvoir se mettre d'accord ou de communiquer de manière sécurisée. C'est des éléments qui ne sont pas des détails et qui doivent entrer dans le champ contractuel. Alors, ça peut être dans le champ d'une annexe, hein, si ça n'est pas directement intégré dans une clause, mais en tout cas, ce sont des éléments qui sont nécessaires pour que la relation puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Marine, à moins que tu aies quelque chose à ajouter dessus, je te suggère de nous faire la partie sur l'intelligence artificielle. Merci Romain. Alors, pour moi, l'idée, c'est en fait, que vous ayez conscience que tous ces usages, en fait, ils vont avoir un impact dans le sens où il faut le sécuriser de manière contractuelle. On ne peut pas avoir les contrats classiques IT quand on utilise ce type de technologie. Il faut vraiment adapter les clauses et vérifier que tout est bien adapté pour cadrer les risques spécifiques à toutes ces technos. Moi, je le vois, alors juste pour faire IA, IoT, par exemple, j'ai vu un certain nombre de clients dans l'industrie s'équiper sur leurs usines de tout un tas de capteurs, de systèmes pour équiper les machines, effectivement, et avoir tout un tas de données qui permettent d'optimiser la maintenance, qui permettent d'avoir tout un tas de reporting. Et quand on adosse à cela un système d'IA qui vous fait tout un tas d'analyses, c'est extrêmement performant, extrêmement attractif, extrêmement intéressant. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller, je dis simplement qu'en fait, c'est des transformations assez importantes finalement, souvent des systèmes d'information, et qu'il faut vérifier dans un ensemble global quels vont être les impacts avec les équipes. Par exemple, est-ce que si j'équipe mes machines en usine de ces capteurs, est-ce que c'est OK avec le fournisseur matériel? Est-ce que j'ai pas des garanties machines qui vont sauter si la machine fait une erreur? Tout ça, c'est des choses qu'il faut absolument auditer quand on fait ce type de projet, parce qu'on a des contrats qui sont de plus en plus robustes côté prestataire et côté sous-traitant qui disent, en fait, si vous faites des choses que je n'ai pas autorisées explicitement, vous n'avez plus de garantie, je ne garantis plus que le service soit fourni de manière conforme. Et donc, ça veut dire un impact potentiellement financier, puisqu'en fait, si le service n'est pas conforme, vous ne pouvez pas vous retourner contre ce prestataire et il vous dira, bah oui, mais non, vous avez fait ça et ça, je n'avais pas autorisé ces manipulations technologiques, ça a pu avoir un impact, et donc, je ne souhaite pas, enfin, donc, ma responsabilité est limitée, puisque je l'avais bien précisé dans notre relation contractuelle. Donc ça, c'est important. Autre point que je vois souvent, c'est toutes ces données collectées, bah, il va falloir les mettre quelque part. Donc, est-ce que vous avez déjà les espaces de stockage assez robustes pour les stocker? Est-ce que je peux les garder longtemps? Parfois, c'est des machines que je loue à des clients, par exemple, on a le cas. Est-ce que le client, c'est OK pour que toutes ces informations soient remontées? Alors, on n'est pas forcément sur des données à caractère personnel, hein. Dans le monde de l'industrie, on peut être sur des données purement techniques, mais la question peut se poser. Et en tout cas, c'est important, encore une fois, de l'anticiper contractuellement pour pas se retrouver dans des situations délicates ou finalement de mise en cause de responsabilité. Et tout ça, c'est vrai que c'est des choses qui sont assez spécifiques à ces technologies et je pense que c'est intéressant de s'y plonger. Alors on dit IoT, IoT c'est un objet connecté. Aujourd'hui, la plupart de nous, on est enterré au travail d'objets connectés. Donc ça veut dire qui collectent des données, qui en font quelque chose, etc. Et souvent, un objet connecté n'est pas solitaire. Il est avec une plateforme derrière de traitement des données. De plus en plus, on l'adosse à des technologies d'intelligence artificielle. Et donc, finalement, ça veut dire qu'il faut avoir une approche plus générale, plus générale, et une vision globale pour arriver finalement à maîtriser ces risques. Par exemple, si j'ai un flux de données énorme qui arrive, est-ce que mon data center ou mon hébergeur, c'est OK? Est-ce que ça peut faire sauter le data center? Ou quel va être le coût finalement de cet hébergement supplémentaire de cette masse? Est-ce que j'ai besoin de garder ces données longtemps? C'est pas pareil quand on stocke des données 3 jours, 1 seconde ou 2 ans. Et ça, c'est des réflexions importantes à avoir parce qu'elles vont avoir un coût financier important pour vous. Et donc, c'est important de bien mesurer finalement où je place le curseur. Donc ça fait partie des choses qui sont, j'ai envie de dire, qu'on voit
et qui ne sont pas forcément dans les cultures d'entreprise, dans les chaînes d'approvisionnement, parce qu'on est un peu sur des transformations. Alors, on peut parler des transformations digitales, numériques, etc. Ça fait partie de transformations qui vont impacter le système d'information. Et donc, l'ensemble des acteurs de ces systèmes d'information, d'échange d'informations, d'interopérabilité, etc. Et donc, il faut avoir une vision globale, je pense, pour pouvoir maîtriser ces risques. Voilà, Je, Romain. je voudrais ajouter quelque chose sur l'intelligence artificielle parce que lorsqu'on a des systèmes de prédiction, Mm, souvent les prestataires réclament en fait des jeux de données pour paramétrer l'outil au mieux des prévisions. mm, mm, Ce paramétrage, il est important, mais en fait, il y a plusieurs problématiques qui peuvent se rencontrer, qui est notamment celle de l'utilisation de ces données. Le prestataire peut-il ou non réutiliser les données qu'on lui a fournies pour paramétrer l'outil pour nous, en vue d'améliorer son algorithme pour d'autres clients? Ça, c'est une première problématique. Par exemple, si on n'est pas alerté sur cette question-là, ça veut dire on prend le risque que ces données puissent être réutilisées, mais une fois réutilisées, elles peuvent être, au-delà de simplement utiliser l'algorithme, elles pourraient être considérées par le prestataire comme avoir été acquises et lui permettre d'aller les vendre sur le marché ou de pouvoir rencontrer un concurrent, le cas échéant, et pouvoir reconstituer un certain nombre d'éléments d'information sur le type de produits qui sont vendus, sur ces choses-là. Donc le paramétrage des données, qui est nécessaire en général, bah, suppose aussi une interrogation sur rentrer dans le cœur de cette question pour savoir comment vont être réutilisés ou pas, et bien penser plutôt à ne pas permettre une réutilisation. Et ensuite, une fois qu'on a les données qui sortent de l'intelligence artificielle, se pose encore la question de savoir à qui appartiennent ces données de prévision, par exemple. Est-ce que les données de prévision appartiennent au prestataire qui les a générées par son outil, ou est-ce qu'elles appartiennent à celui qui a payé le service pour pouvoir obtenir ces données de prévision? Alors on pourrait me dire, mais est-ce si important, puisque de toute façon on est en train de parler de chiffres produits par une machine qui parle d'un futur hypothétique sur lequel certes on va s'interroger, mais qui en soi n'ont pas une réalité ou une tangibilité qui pourrait servir en bourse ou que sais-je. Bon, en fait, cette question, elle est importante pour d'autres aspects. C'est-à-dire que souvent, les prestataires, lorsqu'ils vous mettent à disposition un outil de ce type, ils vont vous vendre un certain nombre de services, comme par exemple un dashboard optimisé pour pouvoir étudier un certain nombre d'optimisations que vous pourriez faire sur la base de ces données de prévision. Mais si vous n'avez pas pris l'option et que votre équipe IT dit, mais moi, j'ai pas voulu prendre l'option parce que leur dashboard, il est pas performant, on a un autre outil qui présente bien mieux les choses et on va pas payer deux fois le même service, ils vont vouloir importer ces données pour pouvoir les mettre à disposition de l'entreprise sous une forme qui est peut-être plus efficace ou qui s'imbrique mieux dans le système d'information. Et ça, c'est une discussion aussi qu'il faut avoir au moment de la rédaction du contrat, parce que ça peut être source d'une complexité importante lorsque vous êtes confronté au fait que vous voulez utiliser les données et que vous ne savez pas comment vous pouvez gérer cette appropriation des données. Pour avoir eu la discussion avec plusieurs prestataires, je peux vous garantir que voilà, il vaut mieux l'avoir prévu dans le contrat auparavant plutôt que de se retrouver devant le fait accompli et d'avoir peut-être à sortir malheureusement son chéquier d'une manière ou d'une autre, peu importe, on utilise le dashboard. Voilà, je voulais l'ajouter parce qu'il me semble que comme on est en train de parler de données qui ne sont pas personnelles, souvent on a l'impression que ça a peut-être moins d'importance et ou que la propriété des données est acquise, mais en fait on n'a aucune réglementation aujourd'hui sur les données non personnelles. Enfin, il y en a une, mais elle est très succincte, mais en tout cas elle ne règle pas la notion de propriété des données. Qui doit, à mon avis, faire l'objet d'une stipulation particulière dans les contrats. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Marine? Non, c'était très clair. Merci, Romain. Passe à la suite. Mm. Oui, alors on a déjà vu un petit peu ça, identifier le maillon de la chaîne. L'idée, c'est de se dire que dans toute maîtrise de chaîne d'approvisionnement, il faut se poser des questions.
mon degré de dépendance. Donc, c'est des questions classiques, hein. C'est mon degré de dépendance, comment je fais en cas de crise, donc quel est mon plan B, hein. Est-ce que je peux basculer souvent, souvent c'est lié, hein. Est-ce que je peux basculer, la dépendance, c'est est-ce que je peux basculer rapidement chez un tiers? On a des solutions finalement qui sont assez standards sur le marché. On peut facilement basculer chez un tiers qui reprend le relais, et d'autres solutions qui sont spécifiques à vos cœurs métiers. Là, c'est beaucoup plus compliqué de passer chez un tiers, ou alors des solutions qui sont assez finalement où toutes vos données sont à même endroit. Bah, si ce data center il tombe ou vous n'y avez plus accès, bah, finalement là il vous faut un plan B, ça veut dire une sauvegarde externe ou chez un tiers ou j'en sais rien. Sinon, bah, tout est perdu. Donc ça, c'est beaucoup de questions de bon sens qui sont à anticiper et à prévoir dans le cadre de son projet pour après, bah, bien évidemment, maîtriser les risques. Les SLA, les SLA, c'est les niveaux de service. Donc bien évidemment, c'est euh, quel est mon degré de dépendance si, et quel est l'impact sur mon activité si j'ai un problème avec une anomalie qui dure X temps. Et ça va avec l'autre question, hein, quel est le plan B? C'est la chaîne de sous-traitance. Il y a plein de politiques différentes sur la chaîne de sous-traitance. Euh, il y a des politiques qui sont de laisser très ouvert. Alors, attention, hein, votre co-contractant est toujours responsable de son sous-traitant. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est, on sait, il y a des chaînes de sous-traitance plus ou moins à risque. Et donc, parfois, pour maîtriser son risque, on veut interdire certains types de sous-traitance. Donc, ça peut être dans certaines régions du monde, sur des entreprises qu'on n'estime pas sur un certain niveau de stabilité ou de robustesse, ou parce que je suis sur un savoir-faire très particulier de mon entreprise. Donc, bien évidemment, je veux le protéger et je veux limiter les personnes qui ont accès à mes données, et donc je limite tout simplement la chaîne de sous-traitance. Donc, ça, c'est quelque chose à anticiper pour protéger son activité et protéger son savoir-faire, et puis protéger la continuité de son activité. Voilà. Donc, ça veut dire faire un état des lieux, identifier les risques et puis effectivement identifier les solutions possibles et puis après les écrire. Et c'est là qu'intervient le contrat. Il faut vraiment écrire et aboutir à cette réflexion quand on est dans le cadre des négos. Souvent, je vois, il y a des nombreuses réunions avec un cahier des charges, une réponse à l'appel d'offres, etc. C'est important à un moment de converger et d'écrire cette convergence de manière entendable dans un document qui est souvent le contrat, mais d'écrire la version finale, c'est important. Voilà. Et parfois, c'est ce qui manque un petit peu. Voilà sur ce premier point. Et puis, le dernier point, bien évidemment, c'est qu'est-ce qu'on met dans les contrats avec un focus sur certains points, si tu veux les présenter, Romain. Écoute, avec beaucoup de plaisir. Alors, les contrats informatiques, notamment dans ce domaine-là, il faut savoir qu'ils ont été pensés au départ sur la base des contrats logistiques. C'est-à-dire que le service de SLA qu'on rencontre dans les contrats informatiques sont tirés au départ de la pratique contractuelle des contrats de logistique. Donc il y a vraiment une corrélation puisqu'on a pensé la logistique et le transport comme un flux permanent et c'était ce qu'il y avait de plus analogique par rapport au flux d'informations qu'on peut rencontrer. Donc, la première chose, évidemment, Marine, tu en as parlé, c'est les SLA qui sont importants et qui doivent être détaillés au plus précis de ce qui peut être détaillé. Ça peut être sur le coût, ça peut être sur le type d'intervention, ça peut être sur les délais, ça peut être sur vraiment beaucoup de niveaux pour obtenir en fait une garantie de continuité de service, puisque le SLA, c'est essentiellement ça. Il y a un côté un petit peu dissuasif dans le SLA. Ça n'a pas pour objet de remplacer une clause de responsabilité, ça a pour objet d'inciter le prestataire à offrir le meilleur niveau de service pour que, eh bien, pour lui, ça soit extrêmement rentable, puisqu'il n'a pas ces pénalités contractuelles qui vont venir impacter son activité économique propre. Dans les autres éléments qu'on rencontre qui sont tout aussi importants, eh bien sûr, les conditions tarifaires. Et en tant qu'acheteur, j'imagine que c'est le premier élément auquel vous pensez. Les conditions tarifaires, c'est quelque chose qui doit être évidemment étudié parce que, en fait, on a la question notamment de la hausse des coûts qui peut se produire dans le temps. On peut avoir
je perds le mot, une indexation, pardon, des prix qui peuvent être faits sur un certain nombre d'indices, comme l'indice Syntec par exemple, qui peuvent eux aussi gérer les choses. Moi, j'ai eu l'occasion de voir que dans un contrat qu'on avait étudié, en fait, le contrat était de 5 ans et en fait, dans la fin de la clause, sur la durée, il y avait une petite phrase qui ajoutait que pour la sixième année, le prix ne pouvait pas excéder 10% du montant de l'année précédente. Et bon, au départ, quand on voit un contrat de 5 ans et puis qu'on voit une clause qui dit bah, pour la sixième année, on se dit bah, pourquoi il y aurait, pourquoi pas avoir fait un contrat de 6 ans finalement, puisque les prix avaient été bien indiqués. Et ben, ce qui s'est passé, c'est que la pièce, la solution informatique, nécessité pour pouvoir être changé 18 mois de préparation et de mise en place en fait d'un projet build. Donc, ben, en fait, l'année en cours, c'était une année de transition qui avait été prévue contractuellement. Et ça a évité effectivement une hausse des coûts relativement importante puisque le prestataire était en situation vraiment de, de position dominante, on va dire, sur son marché, étant donné le très faible nombre d'acteurs présents. Donc voilà, donc les conditions tarifaires, c'est un élément important, caper les prix pour éviter que les choses puissent partir dans tous les sens. On a toujours la possibilité aussi, dans le Code civil, d'avoir une clause de renégociation sur l'imprévision. C'est un élément à réfléchir effectivement pour savoir si ça doit être mis en œuvre, pas mis en œuvre, est-ce que ça doit être exclu dans le contrat? Ça, c'est un élément à voir puisque ça touche à l'économie globale du contrat. Aujourd'hui, je dirais jusqu'à aujourd'hui, les contrats informatiques semblaient être un petit peu mis à l'écart de ce type de possibilités, mais on a vu que les hausses de prix de l'électricité, eh bien, ça a eu des impacts sur les prix des data centers. Voilà, donc tout ça fait que il faut prendre ces conditions très au sérieux. Alors, le droit de contrôle et d'audit, vous remarquerez que je vais complètement dans tous les sens, mais ainsi est le hasard de la présentation. Les droits de contrôle et audit, ça, c'est aussi un point qui doit être important parce que il est important de savoir, d'une part, si vous pouvez aller vérifier chez votre prestataire qu'il respecte bien votre contrat, mais n'oubliez pas aussi que certains prestataires vont aussi avoir envie de vérifier, en fait, votre propre conformité à leur contrat. Donc ça, c'est des clauses qui sont importantes parce que elles peuvent générer des coûts, notamment savoir comment l'audit est fait. Est-ce qu'on fait appel à un prestataire extérieur? À qui appartient ce coût? Est-ce qu'il est partagé entre les deux? Dans quel cadre et dans quelles conditions ça peut être fait? Peut-être à quelle période de l'année? Si vous êtes un retailer et que vous avez des périodes dans lesquelles, comme la fin d'année, vous allez avoir énormément de charges informatiques, j'entends, et une nécessité d'avoir une continuité informatique, ben c'est peut-être le moment d'exclure dans la clause que, eh bien, entre novembre et janvier, il n'y aura pas de possibilité d'audit et de contrôle pour protéger votre activité. Voilà. Donc ça, c'est des éléments en fait qu'il faut avoir en tête. Euh, alors je passe complètement de l'autre côté. Le plan de reprise d'activité, le plan de continuité d'activité, qui sont des éléments de bonne hygiène informatique jusqu'à maintenant, et notamment liés à la cybersécurité en général, deviennent des contraintes réglementaires avec la réglementation NIS 2 qui va arriver prochainement. Donc en fait, aujourd'hui, vous allez être obligé d'intégrer votre prestataire ou vos prestataires dans ce plan de reprise d'activité et peut-être avoir dans l'obligation de mettre des clauses spécifiques dans votre contrat avec lui. Donc ça, c'est encore un élément qui doit être sur lequel il faut avoir un focus très particulier parce que si vous ne le faites pas, eh bien dans quelques mois, il est fort probable qu'on vienne vous chercher pour la contrainte réglementaire et qu'il y ait une modification du contrat à faire. Donc même pour vos négociations en cours, c'est le moment de vous rapprocher des personnes opérationnelles qui peuvent vous aider à régler ce type de situation. La fin de contrat, on en a parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas en revenir, je vais pas m'étendre dessus, avec notamment la réversibilité des données et des services qui doivent être encadrés. Concernant la responsabilité et les assurances. Alors, c'est un point qui est important, même si au niveau des assurances, c'est toujours assez complexe. Ça nécessite, pour avoir pratiqué cette discussion avec pas mal de prestataires, parfois de lire la police d'assurance
et de bien leur expliquer en fait comment elle fonctionne. Lire une police d'assurance, c'est pas toujours aussi complexe qu'on peut l'imaginer. Par contre, c'est extrêmement instructif. Parce que lorsque vous avez un prestataire qui refuse de vous transmettre sa police d'assurance, souvent, ça doit vous alerter sur sa capacité à pouvoir répondre à un certain nombre de vos demandes. Voilà, donc ça fait partie des éléments. Et en fait, vous pourrez mettre, si vous voulez négocier une clause de responsabilité, vous ne pouvez le faire qu'en sachant aussi dans quelle mesure votre prestataire peut être assuré et pour quel type de risque. Parce qu'il sera plus enclin à accepter des responsabilités lorsque ça rentre directement dans son cadre de contrat d'assurance plutôt que lorsque vous êtes en dehors de son cadre parce que nécessairement ça va être lui qui va devoir prendre de front les responsabilités financières, notamment des dommages qu'il aurait pu commettre. Et ça, évidemment, rares sont les prestataires qui ont envie de le faire. Et enfin, pour la sous-traitance, ben, là, c'est un point qui est assez variable, hein. Vous pouvez permettre effectivement à votre prestataire d'avoir des sous-traitants. Encore faut-il qu'il vous prévienne, que vous puissiez avoir un droit de regard dessus, qu'il y ait une parfaite responsabilité de sa mise en sous-traitance, si j'ose dire. Mais également, il faut s'interroger en fait sur les données personnelles, parce que bien, la sous-traitance, c'est aussi, en matière de données personnelles, quelque chose qui peut avoir quelque chose de spécifique. Voilà. J'ai brossé peut-être un peu trop de manière Mm. détaillée l'ensemble des clauses, mais ce sont des gros items. Mhm. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Marie? Non, pour moi c'est très clair. Ah bon, on avait une petite question qui était quel serait l'indice équivalent Syntec au niveau européen ou allemand? Alors moi j'utilise tout le temps l'indice Syntec. Je sais pas si toi tu en as un en tête roman ou Non, pas. non. Moi allemand je sais pas. Au niveau européen j'en utilise pas sur les contrats IT en général. De manière générale, on indexe de moins en moins sur ces indices-là parce que l'indice Contex, il n'a pas été très favorable ces dernières années. Donc, on a plutôt tendance à le retirer et à faire des plafonnements d'augmentation de prix. Mhm, Mais voilà, après, c'est une pratique que moi, j'ai de mon côté. C'est possible qu'il y en ait des différentes, hein. mhm. Alors, je propose qu'on aille à la conclusion. On avait mis deux petits cas pratiques, mais on est un petit peu short sur le temps. C'était des petites clauses, et puis on n'est pas beaucoup pour les faire aujourd'hui. Et comme ça, il nous restera 1 ou 2 minutes pour répondre à des questions si vous en avez sur cette présentation. Bah, je te laisse conclure alors, Oui, parce bah, que j'ai beaucoup la parlé, là. conclusion, elle est assez classique, hein. On le répète, on le répète, c'est anticiper. Et puis, anticiper, ça vous permet d'avoir des contrats. En fait, souvent, quand on devient très pratique, c'est facile de rédiger des clauses dans les contrats. En fait, c'est juste, finalement, c'est un contrat, c'est juste écrire ce qu'on se dit et ce qu'on a anticipé. Alors, effectivement, il y a des pratiques, c'est intéressant de les voir parce que souvent, c'est des réflexions qui étaient peut-être dans des projets similaires, des contextes similaires, donc c'est intéressant de capitaliser dessus, hein, mais on reste quand même sur ce type de réflexion. Voilà, et puis attention, quand on est dans une chaîne, effectivement, à tout ce qui est clause miroir, alignement et gestion de risque de responsabilité quand on est dans une chaîne. Voilà. Eh ben, on vous remercie de cette participation. On va prendre, alors le prochain webinaire, oui, c'est le 22 mai. On a des formations sur le sujet pour ceux qui veulent approfondir. Et puis, il nous reste encore 1 ou 2 minutes, et voilà, s'il y en a qui ont des questions, voilà, on y répondra avec grand plaisir. Et on espère voilà, que ce HLA vous a plu. Il semblerait que tout est clair, en tout cas pour les participants. Merci, Déborah. Bon, on attend encore 1 minute et puis après, on vous souhaitera une bonne journée, un bon appétit. Mm. Mm.
Bah, je vous en prie. Eh ben, avec grand plaisir et on vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci pour Une vos bonne journée. interventions, Marine et Romain. À très bientôt. Très bientôt. Bonne Bonne journée à journée, au tous. revoir. Bonne journée.